Monsieur Mehdi. Bonjour Florian. Nous vous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de la journée nationale du réserviste. Et vous êtes donc un réserviste citoyen. Absolument. Alors que nous approchons du centenaire de l'armistice, que signifie être réserviste pour vous aujourd'hui? Alors d'abord, une précision. Il y a une réserve, c'est la réserve militaire, qui effectivement se décline dans deux registres. Le registre de la réserve opérationnelle, qui, comme son nom l'indique, suppose être engagé dans des opérations, et une réserve citoyenne dont j'ai l'honneur de faire partie. Alors effectivement, nous allons demain, après-demain, fêter un anniversaire important pour notre pays et très au-delà, celui du 100e anniversaire de l'armistice. Alors, au-delà de mon sentiment de réserviste à l'égard de cet anniversaire, je voudrais peut-être vous livrer tout simplement mes sentiments de citoyen. L'armistice renvoie d'abord à une période qui résonne pour moi avec la notion de sacrifice. C'est-à-dire que les personnes qui se sont engagées ou qui ont été engagées entre 1914 et 1918 l'ont été au service d'une cause qui dépassait de très très loin leurs existences personnelles et respectives. Donc cette idée de sacrifice me paraît absolument centrale. Ensuite, 14-18, c'est pour moi, d'une certaine façon, les délires de la souveraineté poussés jusqu'à l'absurde. C'est-à-dire que des États souverains, des nations civilisées, j'utilise quelques guillemets, évidemment, des nations civilisées ont été capables d'envoyer à la mort des dizaines de millions, à la mort ou au sacrifice, aux blessures, des dizaines de millions de leurs jeunes gens. Enfin, 14-18, c'est d'une certaine façon l'incapacité dans laquelle nous nous sommes trouvés collectivement à ce moment-là de tirer immédiatement les leçons qui semblaient s'imposer comme une évidence. C'est-à-dire que la souveraineté ayant été poussée au-delà de tout ce que l'on avait pu imaginer jusque-là, on n'a pas été capable de prendre les décisions ou les mesures qui permettraient d'éviter une répétition de la catastrophe qui venait d'advenir. En même temps, la guerre de 14-18, c'est peut-être la première fondation du processus de construction européenne qui s'est engagé 30 ans après et qui a permis sans doute d'assurer une paix continentale presque parfaite et en tout cas durable. Très bien. Merci monsieur. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus précisément la réserve citoyenne et votre rôle au sein de cette réserve-là? Alors, pour ma part, j'ai rejoint la réserve citoyenne il y a peu de temps, puisque j'ai été agréé au mois de juillet 2018. Effectivement, la réserve citoyenne est une réserve que l'on rejoint volontairement, et c'est une réserve dont l'accès est soumis à un agrément par l'autorité militaire. Voilà. Pour ma part, j'ai intégré la réserve citoyenne le 24 juillet 2018, pour être précis. Alors, la réserve citoyenne est une réserve... Alors, réserve citoyenne, c'est d'ailleurs une contraction. Le terme complet, c'est réserve citoyenne de défense et de sécurité. C'est une réserve qui doit permettre d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la nation et son armée. Et à partir de là, c'est une réserve qui peut elle-même se décliner en une variation assez large d'actions possibles. Pour ma part, j'ai été nommé dans la réserve et affecté à la base aérienne 701, c'est-à-dire l'école de l'air de Salon-de-Provence, avec une mission qui est une mission en lien avec ce que je sais faire, hein, évidemment, puisque je dois apporter à l'école de l'air mon expertise, notamment dans le processus de transformation dans lequel l'école de l'air est engagée, puisque vous le savez peut-être, l'école de l'air va passer du statut de service de l'armée de l'air à celui de grand établissement, au même titre que l'école navale, notamment. Donc je dois apporter une expertise et des conseils dans le cadre de ce processus, qui est un processus, vous l'imaginez, compliqué. Par ailleurs, je dois aussi contribuer à la communication sur le lien entre l'armée et la nation, plus exactement entre la nation et son armée, c'est l'expression qui est utilisée par les textes et qui me paraît faire sens. Tout
Tout à fait. Alors sur le plan plus personnel, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec l'armée? Voyez-vous parfois des inconvénients? Tout engagement a sa part d'inconvénients, naturellement. À partir du moment où vous vous engagez en sus de vos activités professionnelles, eh bien, vous vous engagez au prix de quelques contorsions, notamment d'emploi du temps, d'organisation même, de l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Mais ces inconvénients ne pèsent que peu face à la satisfaction que l'on tire d'un engagement au service de la communauté. Alors pourquoi personnellement me suis-je engagé dans la réserve citoyenne? Tout simplement dans un souci de cohérence et de service. Cohérence par rapport à mon parcours précédent. Vous m'avez posé la question avant que cet échange ne commence. Je n'ai pas fait de service militaire, mais en revanche, je suis un ancien auditeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale. C'est-à-dire que j'ai toujours porté la plus grande attention aux questions de défense et de sécurité en général et à la nécessité de maintenir dans notre pays un lien fort entre la nation et son armée. Ensuite, la volonté de servir la communauté. Ici, tout le monde le sait, à Sciences Po, j'ai une forte culture de service public, de service au public, et j'estime que cette vocation doit pouvoir s'exprimer sur tous les terrains où l'on peut être effectivement utile. Et la réserve est l'un de ces terrains, précisément. Nous parlions du lien armée-nation. Est-ce que, selon vous, ce lien est fort aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement pour le renforcer? Alors, ce lien est fort, oui, incontestablement. D'abord, ce lien est visible. Il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir les rues, les places, les lieux publics de notre pays. La présence militaire est une présence perceptible, y compris dans les rues d'une ville aussi paisible qu'Aix-en-Provence. On voit tous les jours patrouiller des éléments de l'opération Sentinelle. Ce lien est visible. Il est également nécessaire. Il n'a jamais été aussi nécessaire depuis, disons les choses simplement, depuis le début des années 60, depuis la fin de la guerre d'Algérie. Tout simplement parce que notre pays est confronté à des défis sécuritaires tout à fait inédits par leur intensité. Défis sécuritaires intérieurs autant qu'extérieurs. Intérieur, il n'est point besoin de revenir ici sur la menace terroriste qui reste pleine et entière, même si elle est à bien des égards contrôlée et maîtrisée. Et puis des menaces extérieures. La France est engagée militairement sur un certain nombre de terrains d'opérations outre-mer, en Afrique, au Moyen-Orient, et cela n'est pas sans conséquence, évidemment, sur la sécurité de la nation tout entière. Alors, est-ce que son renforcement est nécessaire? Probablement. Enfin, en tout cas, je sens, y compris dans les échanges que je peux avoir avec les plus jeunes, et en particulier avec les étudiants, qu'il y a une prise de conscience très forte de la nécessité de maintenir vivant le lien entre la nation et son armée. Voilà. Donc, faut-il aller plus loin? Je n'en sais rien, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a chez beaucoup de mes interlocuteurs la claire conscience que ce lien est un lien important et qu'il doit être au moins maintenu. Alors, je voudrais quand même apporter une précision. Pourquoi ce lien est-il important? Tout simplement parce que, en France, l'armée est l'armée de la nation, c'est-à-dire qu'elle ne peut se concevoir comme une entité qui serait déconnectée de la nation dont elle doit assurer la sauvegarde. Et à chaque fois que dans notre histoire, l'armée a été tentée de diluer ce lien, voire de le rompre, elle s'est coupée de la nation et elle s'est elle-même mise en danger. Je n'en prendrai qu'un exemple, tiré d'une histoire lointaine, quoique encore contemporaine, le putsch de 1961. Lorsque l'armée, tout d'un coup, ou en tout cas une partie du commandement de l'armée française en Algérie, a décidé de s'engager dans une aventure improbable, hasardeuse, eh bien, elle s'est trouvée isolée. Les putschistes se sont coupés non seulement de la nation, mais aussi de la nation en armes qu'incarnaient les dizaines ou les centaines de milliers de conscrits qui ont refusé de marcher.
il faut ajouter d'ailleurs aux conscrits une grande partie des cadres de l'armée eux-mêmes. Du coup, en tant que directeur de Sciences Po Ex et à la fois en tant que réserviste, comment pensez-vous, est-ce que vous pensez que Sciences Po Ex, notre école, peut jouer un rôle dans le rapprochement des étudiants avec le monde de la réserve? La journée nationale du réserviste en est un témoignage intéressant. Alors, il faut rappeler que cette journée nationale du réserviste, qui se tiendra le 12 novembre, doit avoir une traduction dans le monde académique et universitaire. C'est une demande qui nous a été adressée par notre tutelle, par le ministère de l'Enseignement supérieur, et c'est une demande qui me paraît tout à fait bienvenue et fondée. Donc pour ma part, j'apporterai non seulement à cette journée, mais aussi aux initiatives qui pourraient être prises en particulier par les associations étudiantes et spécialement par l'association Athénex, j'apporterai à ces initiatives tout le soutien nécessaire. Très bien. Et du coup, pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil pour les jeunes générations qui souhaiteraient éventuellement s'engager dans la réserve, et des principes à suivre et des exemples de livres qui vous ont particulièrement touché? Principe à suivre, le service à la communauté. Être toujours soucieux de servir des intérêts qui sont plus grands que ses intérêts personnels et individuels. Ça me paraît être une ligne de conduite dans la vie à laquelle il faut se montrer fidèle. Le service à la communauté est important à un moment où, malheureusement, nous sommes entrés dans une époque où on a parfois tendance à magnifier ce qui sépare, ce qui particularise, ce qui singularise, plutôt que de renforcer ce qui nous unit. Je crois que la nation, conçue comme une communauté de citoyens, et cette expression n'est pas de moi, elle est de Dominique Schnapper, la nation comme communauté de citoyens, comme communauté civique, a besoin de creuser. Et les creusets auxquels je songe sont l'école, évidemment, l'école entendue au sens presque universel ou nominal du terme, mais aussi la réserve, qui est un lieu où se construisent des solidarités au service de la nation, solidarités qui sont à la fois précieuses et extrêmement fortes. Un livre, je vous citerai 3 livres en réalité. 3 livres qui ont chacun un ou plusieurs mérites. Le premier livre que je citerai, c'est Le silence de la mer. Le silence de la mer est un recueil de nouvelles, dont la plus importante d'ailleurs s'appelle Le silence de la mer, recueil de nouvelles écrit par Vercors. Vercors est un grand résistant, en même temps qu'un grand écrivain et un poète. Et cet ouvrage est publié en 1942 aux éditions de Minuit, en février 1942 aux éditions de Minuit. C'est un éloge de la résistance, d'une résistance opiniâtre, obstinée, opposée par une jeune fille et son oncle, qui décident de garder le silence le plus absolu face à un officier allemand plutôt bien disposé d'ailleurs, qui a réquisitionné une chambre dans leur maison. Et c'est une parabole sur la résistance qui est absolument saisissante. En même temps que, là aussi, la volonté de ne pas condamner le peuple allemand tout entier, mais plutôt une idéologie. Deuxième livre, Une éducation européenne, ou Éducation européenne, livre majeur de Romain Gary, récompensé en 1945 par le prix des critiques. Pourquoi ce livre me touche-t-il? Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un livre qui est écrit pendant la guerre, alors que Romain Gary était lui-même engagé dans les forces françaises libres, comme pilote ou comme observateur, navigateur à bord d'un bombardier des forces françaises aériennes libres. Donc c'est un livre sur l'engagement. Mais c'est en même temps un livre qui comporte une part de lucidité et qui témoigne d'une capacité chez Romain Gary à imaginer ce que pourrait être l'avenir continental. Il fallait beaucoup de lucidité pour cela, alors que lui-même était engagé. Je cite de manière un peu apocryphe les propos de Romain Gary. Dans ce livre, il espère le moment où les capitales ne seront plus que des chefs-lieux de canton et où les hymnes nationaux ne seront plus que des chants folkloriques. Bon. Et troisième livre, un livre oublié, mais important, de Georges Buys, qui
qui s'appelle La Grotte. Qui était Georges Buys? Georges Buys était un général de corps d'armée, compagnon de la Libération, qui a commandé un secteur pendant la guerre d'Algérie. Et il a témoigné de son expérience dans ce livre qui s'appelle La Grotte. Pourquoi ce livre me paraît devoir figurer dans cette liste d'ouvrages importants? Tout simplement parce que c'est un livre où Georges Buys exprime, comment dirais-je, une éthique du commandement qui est remarquable. Pourquoi? Bien parce que c'est une éthique du commandement qui se fonde sur des valeurs qui, de son point de vue, sont des valeurs intransgressibles. Le respect de la dignité humaine. Fût-ce le respect de la dignité de son adversaire ou de son ennemi. C'est quelqu'un qui a refusé la torture à un moment où, par commodité ou par manque de discernement, cette torture a été pratiquée et pratiquée à grande échelle en Algérie. Donc ce livre est un livre extrêmement important, qui a d'ailleurs lui-même été récompensé, même s'il est aujourd'hui inconnu. Merci beaucoup, Monsieur Mehdi, C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à nos questions.